Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Le meilleur titre de la collection Jean Bruce. Best-seller mondial, 40 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Furia à Bahia pour OSS 117. C'est bien Furia à Bahia qu'on fait, hein, c'est ça? Me fais pas peur, toi, là, déjà. Kino Schnock sont-ils les meilleurs? Je répondrai oui, ce serait de la prétention. Je répondrai non, ce serait de la bêtise. C'est très beau. De qui est-ce? De moi. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Weber, bonisseur de la batte, et mes barbouzes sont... Le nom est Lénoff. Hubert Lénoff. Alistair, comment est votre blanquette? Elle est bonne. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur OSS 117, Rio ne répond plus, 2009, réalisé par Michel Hazanavicius, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Alors, on avait d'abord invité Tintin le chat, mais il est devenu trop star pour nous, donc on s'est rabattu sur Romain. Romain, qui nous enchante chaque semaine avec ses fantastiques vidéos pour la chaîne Abracadapod sur YouTube. Likez et souscrivez. Et qui nous a présenté Alistair, qui lui nous enchante tous les 3 mois avec l'extraordinaire magazine Schnock et qui nous fait le bonheur de revenir régulièrement dans le show. Et à propos de Schnock, Kino Synergie une fois de plus aujourd'hui, puisque le nouveau numéro est disponible dès aujourd'hui dans tous les endroits où on a du goût, et il est consacré au héros de Jean Bruce, et nous avons donc décidé de nous joindre nous aussi à la fête. Qui commence sans plus tarder avec Romain qui passe à nouveau devant la caméra pour notre plus grande joie, et pour nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Alors, on va remonter un tout petit peu le temps. Nous sommes en pleine guerre froide, le péril atomique pèse sur le monde. La France a peur. La France passe de la 4e présidée par René Coty C'est René Coty à la 5e sous Charles de Gaulle. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Après avoir résolu l'affaire du Caire, nid d'espions, HBB, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, alias Jean Dujardin, est envoyé en mission à Rio pour récupérer un microfilm contenant la liste d'anciens collaborateurs français. Quelle période. Et, avec l'aide du Mossad, il sauvera ainsi l'honneur de la France. Enfin, du reste, c'est ce qu'on comprend à peu près. À vous, Cognac G. Bravo mon pitchounet, tu sais tout faire, tu es un véritable homme de la Renaissance. Et à propos d'homme de la Renaissance, Schnock SS 117 reprend le manche et nous amène aux origines du film et de son personnage mythique. Alors, ça commence en 1949. C'est Jean Bruce, romancier français, qui commence une série de romans d'espionnage parlant d'un espion américain dans la version Jean Bruce. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi. Donc il nomme OSS 117. Ça c'est le livre. Gros succès, énorme succès de librairie en France. 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59. Vous savez, voilà, là je vous rendez compte que je sais compter. Jusqu'à 60. Jusqu'à 57 même, parce que la première adaptation filmo-graphique de OSS, c'est 57, par un film réalisé par le dénommé Jean Sacha, un pseudo sans doute, mais le plus important, ce sont les 5 films dans les années 60 réalisés par André Hunebelle, qui est plus connu pour ses films de Cap et d'épée et pour la série des Fantomas. Fantomas, non, vous n'avez pas entendu parler de Fantomas, non, vous vous rappelez plus? Qui installe un peu le personnage comme ça dans l'esprit de la pop culture française. Vous aimez les enfants? Oui, quand leur maman est très jolie. Quel con. Mais au début des années 2000, les producteurs, les frères Altmaier, rachètent les droits de Jean Bruce pour en faire une nouvelle adaptation cinématographique qu'ils confient au scénariste Jean-François Alain, connu pour sa collaboration au Guignol de l'info de Canal+ à l'époque. Jean-François
c'est le petit chauve un peu malingre. Lui, à l'heure qu'il est, s'il n'avait pas trouvé sa voie dans l'humour, en brocardant notamment les militaires et les marchands de canons, il serait peut-être en train de travailler dans l'usine d'armement dirigée par son papa. Mais le destin en a voulu autrement. Et ils vont chercher et un réalisateur, enfin et un acteur d'abord, et un réalisateur. L'acteur va être très vite choisi, ça va être Jean Dujardin. Bonjour, bonjour. Bonjour de la batte. Car ils produisent aussi en même temps Brise de Nice. Et le réalisateur va mettre un peu plus de temps à être trouvé. Ils vont tomber d'accord sur Hazanavicius Michel, que Jean-François Alain recommande de ses années Canal, parce que Michel Hazanavicius travaillait pour Les Nuls. Notamment à l'époque, et évidemment avait fait ce détournement culte qui était La Classe américaine. Aime-moi tendre. Aime-moi vrai. Ça veut dire quoi, ces conneries? Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Moi, ce que je vois, c'est que dans 2 secondes, je vais te botter le cul. Toute cette petite bande, je fais un peu long, mais bon, il faut présenter. Je suis désolé, Non, c'est très intéressant, continue. Le premier épisode J'aime me beurrer la biscotte. est réalisé en 2006, donc ça va faire 20 ans. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de le traiter dans Schnock. Et le marche énormément. Et le deuxième épisode est fait dans la foulée, donc celui dont on va plus particulièrement parler, mais je pense qu'on peut pas parler de l'un sans l'autre. Donc l'épisode à Rio. Voilà, Exactement. je continue, on s'arrête là pour... Bah écoute, pour l'instant, on peut faire une petite pause, parce que moi, je voudrais remonter un tout petit peu en arrière pour dire que quand Ok. j'étais enfant, à la télévision, j'étais bien évidemment très fan de James Bond. J'ai vu que tu avais le Walter PPK, Romain. Quand je pouvais pas voir... En fait, James Bond, c'était mon héroïne, et OSS 117, c'était la méthadone, si tu veux. C'est-à-dire que c'était une espèce de substitut pour Bonne tenir image. entre les films. Et tu voyais ça quand t'étais enfant, et tu te rendais pas compte que c'était peut-être de moins bonne qualité que les Bonds. Bouge pas, je te descends. J'aime me battre. Et j'ai vu simplement les bandes annonces de ceux de Une Belle, et tu as vu, on voit Raymond Pellegrin, Mylène de Mongeau, tous les players de Fantomas sont là, et effectivement, on sent qu'Hazanavicius est inspiré énormément de la couleur, de l'image, etc., et a recréé parfaitement cet univers. Et c'est Josette Bruce et leurs 2 enfants, François et Martine, qui reprendraient à la mort de Jean Bruce l'écriture des livres, et donc il y en a un énorme nombre. Il y en avait déjà beaucoup à l'époque de Jean Bruce, effectivement. Et comme tu l'as dit, il devient français, parce qu'ils expliquaient son nom par le fait qu'il avait des origines de la Louisiane, des nobles français qui se seraient échappés pendant la Révolution, et donc on avait ces acteurs américains qui ont été transformés magnifiquement en Dujardin. Pas mal, non? C'est français. C'est marrant, c'est que dans par exemple dans Furia Baya, il se trouve que c'est Jean-Pierre Duclos qui double, c'est Frédéric Stafford qui est doublé en fait par le doubleur de Sean Connery en fait. Donc quand tu regardais les James Bond petits avec les AVF, t'avais la voix de Sean Connery dans Furia Baya pour OSS 117, ce qui est assez... Je m'appelle Bond. James Bond. Oui, je m'appelle Hubert. Mais effectivement, Stafford, il a cette même coiffure que Sean Connery, étonnante. Tu vois, cette espèce de construction capillaire comme ça qu'on retrouve chez Dujardin, Bonjour Lamina. qui s'est modelé sur Sean Connery. Et qui le fait formidablement bien dans ses façons de tenir son arme avec sa petite main en l'air et tout. Vous avez fait un travail énorme pour le dossier de Schnock, et c'est vrai que tu peux reprendre un petit peu la genèse, parce que c'est toi le grand spécialiste aujourd'hui, Alistair. Non, enfin, je suis pas grand spécialiste, mais en revanche, pour rebondir immédiatement sur Sean Connery, Jean Dujardin nous livre une anecdote que j'ai trouvée quand même assez délicieuse. C'est que par mille truchements, il s'avère que Bérénice Bejo, je crois, connaissait la femme de Sean Connery qui est française. Ouais. Et donc, il s'est avéré que Sean Connery a vu le premier épisode d'OSS 117 Génial. et a énormément rigolé en voyant immédiatement que Jean Dujardin lui faisait des clins d'œil, pas personnellement, mais que Dujardin s'était complètement inspiré du Sean Connery de Dr. No, notamment, enfin des premiers James Bond, évidemment. Donc ça, c'est marrant. Quand j'ai vu ça, j'étais déjà très content que Jean Dujardin nous réponde, mais qu'il y ait des anecdotes comme ça, un peu, tu sais, un peu méta, un peu inside, comme ça, j'ai trouvé ça génial. Qu'il y a une espèce de transmission comme ça du truc, c'est vraiment super, quoi. C'est tout ce qu'on aime à Kinopod, effectivement. Il y a John Gavin également qui l'a joué en 68, qui lui était, on le connaît, il était dans Psychose et également dans Spartacus la même année, grosse année pour lui. Et il a failli être James Bond, mais il n'a pas pu l'être parce qu'il était américain.
Et ça, il fallait, c'était un no-no à l'époque. Les spoofs d'espionnage, c'est effectivement un truc qui date depuis longtemps, puisqu'on a vu avec Max la Menace, avec In Like Flint, Matt Helm aussi. C'était toute une série de trucs qui mélangeaient justement la parodie. Le Casino Royale avec Woody Allen et Peter Sellers, notoire. Et on peut voir ça effectivement dans... ou même Lenny Koshian, on sent qu'ils se sont inspirés, paraît-il, d'Alphaville également, à Zanavicius. Et je trouve que les références sont extraordinaires, parce que c'est un travail d'orfèvre de recréer à ce point-là les années 60 à l'image. Tiens, bonjour Fagnol. Bonjour, Blavatte. En gros, c'est l'arme fatale du film, qui est au départ une comédie. C'est l'arrivée d'Azanavicius dans le projet qui, sur le scénario initial de Jean-François Alain, décide de faire une belle comédie, un beau film esthétique. Cette ville est absolument magnifique. Ouais, exactement. Alors, en revanche, ce que dit Azanavicius dans ses interviews, et dans l'interview notamment qu'il donne à Schnock, c'est que ses inspirations... Alors, il parle pas d'Alphaville, mais en effet, dans une autre interview, il en parle, mais il parle surtout, évidemment, des James Bond, Dr. No, tout ça. Les premiers. Et il parle énormément de La mort aux trousses de Hitchcock. I can't make it. Come along, Mrs. Thornhill. Lâchez-moi. Pas cette fois-ci. Bravo Hubert. Et sans doute de L'homme qui en savait trop, deuxième version, avec ses couleurs. Ouais, magnifique. Ils reprennent d'ailleurs la musique de La mort aux trousses dans la dernière partie où il y a poursuite, tu reprends Ludovic Bourse, on parlera de la musique après, j'imagine. Faut dire, on parlait de Sean Connery et des références, il y a une chance énorme, c'est d'avoir eu Jean Dujardin qui est quand même, il arrive à avoir la tête de, que ça soit Sean Connery ou que ça soit Paul Newman quand il imite avec le chewing-gum dans Détective privé. Et en plus des citations qu'on retrouve dans La classe américaine, puisque Détective privé, c'est un film qui a vraiment été repris dans La classe américaine. Connasse. C'est vous qui m'avez traité de connasse? Mais non. Vous savez, c'est pas très agréable. Et justement, Jean Dujardin, il arrive même à faire Errol Flynn quand il est déguisé en Robin des Bois. Enfin, il est absolument parfait pour le rôle, quoi. Je vois pas qui aurait pu faire. Comment vous avez fait ça? Je couds. Non, Ouais, parce c'est qu'il ça, a la on parle. séduction et en même temps le ridicule, ce qui est pas évident d'avoir les deux comme ça. Vous incarnez le rempart contre la sauvagerie. Et je tiens à vous dire à quel point vous êtes un symbole de liberté. Et c'est là où il est extraordinaire. Mais c'est vrai que tu parles de La mort aux trousses, qui était lui-même une espèce de proto-James Bond, puisque Ian Fleming voulait Cary Grant pour faire le rôle, et on voit que c'était tout à fait un ancêtre des premiers James Bond, avec toutes les scènes d'action, etc. Mais on peut revenir... Moi, j'ai vu qu'il y avait Michel Piccoli qui avait joué au SS 117, mais ils n'ont pas eu les droits, donc ils l'ont appelé Sean Flynn. C'est une espèce de spin-off bizarre. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Azanavicius préfère dire que c'est une comédie de détournement plutôt qu'une parodie ou qu'une satire, en fait, effectivement, parce que c'est pas Alors, il y a complètement plusieurs. un spoof. Ça, c'est un sujet intéressant parce que d'un côté, tu as Jean-François Alain qui fait un distinguo entre pastiche et parodie. Alors, la parodie se moquerait de son œuvre initiale, de l'œuvre initiale, et le pastiche serait plus respectueux de l'œuvre initiale. Ouais. Ça, c'est Jean-François Alain. Et donc, eux, ils partent au début sur un pastiche, pas sur la parodie. La parodie, ça serait y a-t-il un pilote dans l'avion, si tu veux. Et le pastiche, c'est un truc plus subtil, quoi. Et Azanavicius, lui, remet une couche, et c'est là où toutes ces interviews entrecroisées sont assez marrantes, parce que tu te rends compte que parfois, c'est comme tous les projets collectifs, pas tout le monde dit la même chose, en fait. Et donc, Azanavicius dit que lui, c'est pas une parodie ni un pastiche, c'est un détournement. Ce qui est encore plus pas subtil, mais ça rajoute au truc. Et ce qui complète la classe américaine qui était vraiment un détournement. Tu pars là-bas comme journaliste. Et je m'appelle Hubert Delcroix. Oui, et voici ton passeport. Vous êtes reporter photographe dans un journal du soir et vous vous appelez Noël Flantier. Noël Flantier? Oui. Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau? Il y a ces forces un peu contraires. Alors, au milieu, il y a Dujardin qui lui-même est dans l'imitation au sens propre du terme, quoi, en effet, de retrouver un clignement de sourcils à la Sean Connery ou rien que se tenir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? La façon dont il tient le pistolet est aussi inspirée. Tu le fais bien, Alistair. Ouais. Hein? Tu le fais bien, le pistolet, là, comme ça. C'était chouette. Ouais. Ouais. Et comme le disait Romain, en effet, surtout dans l'épisode Rio, il s'inspire plus de Paul Newman
C'est Harper, qu'est-ce que tu as dit comme c'est C'est ça. Harper, non? Harper en anglais et détective privé en français. Il En a le français, costume voilà. marron aussi. Et le chewing-gum aussi, il est toujours en train. Donc là, ça, c'est avec trois le forces chewing-gum. créatives Dujardin, Alain et Hazanavicius, qui chacun tire dans le même sens, si tu veux, mais légèrement, c'est pas vraiment pareil, quoi. Et c'est Ouais, ça, je pense, qui donne un peu de richesse à ce film. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie. Oui. On peut parler un peu maintenant de casting avec Romain, c'est que Dujardin, il est sur le fil du rasoir, parce qu'il fait quand même un personnage qui est à la fois franchouillard, chauvin, raciste, xénophobe, il est un peu désuet. Tu t'es débrouillé toujours pour être accompagné de plus joli pépé. Ce vieux Bill. Et macho, mais on reste quand même avec lui, on continue à l'aimer du début à la fin. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Il expliquait en fait que il y a deux choses quand même, c'est que dans son jeu, il joue l'enfant à quelque part, il est un peu un enfant, surtout dans le premier, où il a 6 ans, où il allume les lumières avec les poulets. Voilà, il n'a pas grand-chose dans la tête, et ça se voit à la fois alors il y a son regard vide, et en même temps le jeu de sourcils extraordinaire, qui le fait passer à la fois d'un enfant de 6 ans à un quadra qui est un vieux con. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. On lui pardonne parce qu'il y a une deuxième chose aussi, c'est la mise en scène d'Hazanavicius, qui insiste beaucoup sur les contre-champs de comédie, tu vois, le fameux regard incrédule qu'on retrouve chez Francis Weber, n'est-ce pas? Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, pour rien. Le regard de Campana sur Perrin. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Et tu retrouves beaucoup comment dirais-je, enfin, on comprend très vite que, bon, bah oui, c'est un gros con, oui, il dit des énormités. Bon, Hubert, je crois qu'on a vu le tour du sujet. Mais ça passe évidemment parce que, on n'est pas de son côté. Rechercher un nazi avec des juifs? Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Je sais pas, le nez déjà. Je suis complètement superbe analyse de Romain Hanoff. Bravo. Ça, je vais peut-être quitter le show. On peut arrêter même. Avec une petite nuance quand même. C'est un gros con, mais il a, et c'est ça qui est marrant, il a un pouvoir magique, c'est qu'il peut se construire des costumes en 10 secondes. Il est très fort pour des bêtises, quoi. Ça apporte quand même un truc complètement. C'est ça, mais il y a des fulgurances comme ça. Pareil. Armand, je vous laisse, il y a un nazi dans l'hôtel. Ah ben non, c'est Heinrich, c'est mon ami. Qui empêche que ça soit quand même qu'un gros con, quoi. Ouais, non, mais il est très élégant en plus, et en fait, il rappelle même Bob Sinclair. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Le magnifique, c'est-à-dire qu'il a ce mélange de charme et de ridicule et de contentement de soi. Tu disais un truc très intéressant, Alistair, sur la spéciale Panthéro, c'est qu'effectivement, c'est un enfant de Clouseau aussi. C'est-à-dire que c'est ces gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont ridicules et qui pensent toujours avoir raison et être dans leur bon droit. Hubert, son père était un SS. Un nazi. C'est pas tout à fait pareil. Tous les nazis n'étaient pas SS, Dolores. Attention au raccourci tout de même. Et c'est exactement, donc alors je dis pas faut pas dire que les choses marchent à chaque fois, parce que on pourrait trouver des exemples où ça ne marche pas, mais c'est vrai que de poser le regard des autres sur l'imbécilité ou la médiocrité, c'est vrai que c'est contre-champ sur les autres qui sont un peu interdits face à ça, c'est un moteur de comédie surpuissant, quoi. Attendez, je n'ai rien dit de... Vous êtes bien au 1617, le meilleur agent français. Oui, absolument. Et donc ça marche évidemment dans La Panthère Rose, dans toute l'œuvre weberienne évidemment, et dans ce cadre d'OSS 117. Habile. Oui, puis surtout, là, Dujardin, ce qui est très fort, c'est que, pour parler un peu plus globalement de l'acteur, parce que finalement, il arrive à faire OSS 117, mais il arrive aussi à faire des comédies, comme dans Le Dain, par exemple, de Quentin Dupieux. Tu rigoles. C'était de malade. Ou chez les mecs de Groland. Enfin, il arrive à alterner le style de comédie. Tu es malade, Jacques. Je sais pas ce que t'as, mais ça va pas. Et même à faire des rôles dramatiques où il nous fait complètement oublier Bryce de Nice ou SS 117. C'est un comédien que je trouve absolument exceptionnel. Enfin, j'enfonce une porte ouverte là, mais je veux dire, non. T'as raison, faut le dire quand même, parce que moi je suis pas sûr que les gens se rendent compte à quel point il est exceptionnel justement. Et cette palette, effectivement.
Et Ouais, toujours c'est le. incroyable. Bon, il a quand même été oscarisé, mais enfin tout, mais bon, c'était déjà il y a 15 ans presque. Et Et il n'a pas eu le César, c'est dit, c'est vrai. Il n'a pas eu le César, il a eu le prix d'interprétation à Cannes, non? Cannes, Ouais. Golden Globe, BAFTA, Oscar, sauf le César. Mais Et enfin, moi, j'ai trouvé ouais. il avait le charme des Alberto Sordi, des Dino Risi, tous ces acteurs Hmm. italiens, tu sais, Ah ouais. souvent à moustache, qui étaient ridicules mais charmants. Et c'est exactement, il arrive à capturer ça et c'est très très fort. Je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Et d'une certaine façon, il y a une chance dans la carrière de Jean Dujardin, c'est d'avoir fait un gars et une fille. Au début, en fait. Il le dit un peu dans l'interview. Je le dis d'autant plus que j'étais auteur pour un gars et une fille. Mais il dit un truc parfait. Il dit, moi, j'ai fait pendant 4 ans, j'ai fait de la comédie française. Il dit pas franchouille, mais en gros, c'est ce qu'il veut dire. De la comédie familiale, de français, machin. Je l'ai fait 4 ans, c'était génial et tout ça. Quand je suis allé quand je commençais à faire du cinéma, j'ai toujours refusé toutes les comédies françaises, on va dire de base. Je juge rien, mais voilà. Et du coup, la prise de risque pour lui, elle est à chaque fois en fait, que ça soit donc OSS, que ça soit Brise de Nice, qui est une espèce de truc complètement excessif. On en pense qu'on veut, mais c'est quand même assez couillu quoi de faire un film débile à ce point-là. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur winner, ascendant snowboarder, je suis le roi de la glisse. The Artist, évidemment. Alors depuis, c'est compliqué, il vieillit, il essaye de trouver aussi une légitimité plus dramatique, mais ça arrive à tous les acteurs, ça. Mais quand même, il s'est délesté de toute la comédie boulevardière, je dirais, française, une fois de plus, sans aucun mépris de ma part. Mais voilà, on le verra pas, j'espère pour lui qu'il gardera ce cap. D'ailleurs, son film là, qui sort sur le collabo montre qu'il est toujours dans cette... et celui qu'il a fait avant, même ça a été un bide monstrueux sur L'homme qui rétrécit, là. Il est toujours dans ce truc-là, dans cette recherche et machin, et ça, c'est admirable. Salut, moi c'est Jacques, je m'occupe des nouveaux. Dans les rôles sérieux, il est vraiment exceptionnel. Parce que moi, je me souviens que la première fois que je l'avais vu au cinéma, c'était dans Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff. Et à l'époque, il y avait c'était un gars, une fille. Bon, bah, c'était un succès phénoménal, il faut le rappeler. Et il arrive à faire oublier ça. C'est ce que c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, en fin de compte. Mais même dans Un balcon sur la mer ou Contre-enquête, enfin, tous des films très dramatiques, très sérieux, il est toujours vraiment parfait. Moi, j'ai jamais vu un Dujardin mauvais, en fait. Il est toujours, que ce soit dans les comédies, forcément, où il est over the top. Bigger than life. Mais c'est Dans très les fort de comédies pouvoir plus passer subtiles. à Brise de Nice où c'est Dumb and Dumber français à la Jim Carrey et Ouais. tout d'un coup il passe dans Ouais. les ombres, enfin ou le daim et que c'est beaucoup plus subtil, c'est très très différent. Donc c'est un type qui a Et une palette beaucoup plus grande qu'on ne lui prête effectivement en général. Et à chaque fois, tu vois, comme je disais, c'est même dans les comédies, il a plusieurs styles différents. Il peut faire de l'imitation d'acteurs connus, comme il peut faire un truc un peu plus personnel et plus subtil. Ou des fois, il laisse le gag de situation exister, comme chez Francis finalement, tu vois, où il y a des gags de situation où il faut pas en faire trop. Il peut faire les deux. Il arrive à faire à peu près tout, comme il fait comme je disais, chez Dupieux dans Le Daim, où là, c'est vraiment de l'humour très noir. Ouais. Et puis, bon, il faut parler aussi de ses partenaires. Mais alors, avant de parler justement des partenaires, il faut rappeler aussi tous les partenaires incroyables qu'il a eu dans tous les films qu'il a fait, que ce soit des Français, donc Bernice Bejo, Alex Lutz, on va parler d'Alex Lutz bientôt. Qu'est-ce que je disais déjà? Parler de la fin des troubadours. Ah oui, c'est ça. Dupontel, Virginie Efira, Guillaume Canet, Noémie Merlan, Adèle Haenel. Mais ma vraie passion, c'est le montage, ouais, carrément. Montage, ouais. Là, par exemple, j'ai remis Pulp Fiction dans l'ordre. Et le résultat, mais ouais, c'est carrément nul en fait. Ouais. C'est carrément nul. Ouais. Il a aussi travaillé avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill. Ça dépend. Ça dépend. Oui. Ça dépend on what exactly. Malcolm McDowell, George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Tim Roth. Enfin, il a eu des partenaires de jeu assez incroyables, quoi. C'est vrai, mais il a eu du mal à faire une véritable carrière en Amérique après son Oscar, parce que c'est d'abord un Oscar ne garantit pas fatalement, comme on l'a vu dans certaines carrières, une suite de carrière, mais ensuite probablement parce qu'il ne maîtrisait pas complètement l'anglais aussi, Yeah. I don't understand, I'm sorry. qui fait qu'il aurait été condamné à jouer des rôles d'Européens ou de vampires, mais qu'il aurait eu du mal à jouer un avocat du Middle West, si tu veux. Oui, oui. Mais à chaque fois, je l'ai trouvé quand même au niveau. Il était toujours au niveau même des grands acteurs. Il a quand même eu aussi. Bon, c'était à la fin, c'était le dernier film, c'était Belmondo, son idole, dont on revient encore à lui. On va forcément en parler bientôt aussi, hein, avec Le Magnifique. Yes. No.
Ok. Et l'homme de Rio, sûrement. Rio? Oui, à Rio. Rio de Janeiro, Brésil. Ça ne te dit rien? Il a eu une carrière exceptionnelle quand même, déjà. Et comme tu disais, il y a une extraordinaire maîtrise de ses sourcils à la Nicholson où il peut vraiment tout faire. Oui, comme toi. Comme toi. Moi, j'y arrive absolument pas. Des années de souffrance et de travail, effectivement, pour cette émission d'ailleurs. Ce qui est formidable, c'est moi, il m'a fait penser même à De Funès dans Rabbi Jacob, qui est une espèce de raciste qu'on finit par aimer. Bah, lui aussi, il arrive à faire passer tout ça, un petit peu comme Coluche aussi, qui jouait des beaufs insensés pour dénoncer les beaufs, si tu veux. Donc là, il y a une vraie subtilité aussi. Et avant que tu reviennes au casting, je voulais parler du travail de reconstitution d'Azanavicius un petit peu, parce que ça m'a fait penser, vous avez vu ce film qui s'appelait Les cadavres ne portent pas de costard, ou L'homme aux deux cerveaux, tu sais, ou même Frankenstein Jr. ou Top Secret, qui sont des films qui recréent parfaitement une époque, tout en s'en moquant. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y a un mélange de respect et d'irrespect qui est pas évident à trouver. Il n'y a pas besoin de le dire, mais je pense que c'est vraiment des références que doit avoir Hazanavicius, hein. Je pense que cet aspect des choses, c'est Hazanavicius qui l'apporte. C'est pas là quand c'est pas là quand il est pas là en fait. Il arrive un peu. D'ailleurs, il est très humble par rapport à ça parce qu'à l'époque, c'est pas. Il fait de la pub Hazanavicius, hein. Il a fait un film 10 ans avant qui s'appelle Mes copains, qui est pas personne ne pourrait reconnaître que c'est Hazanavicius qui a réalisé ce film, hein. Donc il arrive un peu comme pas un pis-aller, mais bon, voilà, c'est Alain qui le ramène, et personne ne veut réaliser ce premier OSS, et c'est lui qui ramène cette volonté de faire un bel objet, que ça soit hyper respectueux des objets, de l'époque et tout, quoi. C'est très anglo-saxon, ça, on voit pas beaucoup ça en France, que ce soit aussi bien le pastiche comme ça, que cette espèce de reconstitution parfaite. Ça, c'est très anglo-saxon, je trouve. Les références cinéphiles aussi, parce que tu as beaucoup de références américaines. Et, on avait cité Hitchcock, même si c'est un anglais. Il y a Billy Wilder, il y a les split screen aussi, à la Norman Jewison ou Richard Fleischer, tu sais, j'en ai noté. Ça fait un peu Thomas Crown par moment, même beaucoup d'ailleurs, ou L'étrangleur de Boston. Et puis Blake Edwards, tu as beaucoup de références. Dans le premier, tu avais les plans, beaucoup de plans à la Blake Edwards. Enfin, t'as énormément de références, et c'est ce qui, à mon avis, fait aussi que le film passe très très bien en Amérique. Mais alors, c'est marrant, il racontait en interview que les gags qui faisaient rire les Américains n'étaient pas les mêmes que les gags français. Il disait par exemple, dans le premier, il y a un gag qui moi me faisait marrer, on voyait un plan de Paris avec la Tour Eiffel et l'accordéon, et puis tu as le texte Paris qui apparaît au bout de 3 secondes. Ça fait hurler de rire les Américains, les Français beaucoup moins, il disait. C'est drôle. Oui, ça explique pourquoi, effectivement, souvent les comédies voyagent mal en Amérique, si tu veux. C'est parce que on ne rit pas fatalement des mêmes choses, sauf quand c'est très slapstick, quand c'est très physique. Mais là, tu as ce héros très franchouillard au milieu de cet écrin anglo-saxon, et c'est ça, ce mélange qui se fait bien, parce qu'il m'a même fait penser, par moments, à Super Dupont, si tu veux. Il a cette espèce de même côté franchouillard et super-héros, et presque un Matt Shane jeune aussi, qui avait ce même charme et ce même côté un peu ridicule. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Il est toujours ridiculisé par des femmes fortes. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Et ça, c'est très intéressant comme dimension, parce que c'est les actrices, tu peux nous en parler un petit peu. Ah oui, Louise Monod. Monsieur 717, je vous présente Dolores Kulitschov. Vous étiez censé faire équipe avec elle. Qui succède donc ici à Bérénice Bejo. Alors, elle a un peu le rôle ingrat, parce que c'est le rôle le plus difficile. Elle joue le contre-champ de comédie. Ce que j'évoquais tout à l'heure, mais moi je trouve qu'elle est absolument parfaite. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille. Je crois qu'elle a fait beaucoup de télé depuis, mais elle a arrêté le cinéma assez vite. Je n'ai pas vu d'autre chose de Louise Monod. Alors peut-être que vous connaissez mieux, peut-être qu'Alistair connaît... Non, en effet, elle a fait beaucoup de télé. Je crois qu'elle est modèle, elle est mannequin à la base. En effet, elle a pas. Alors, je sais pas, on l'a pas interviewée, mais il faudrait lui demander pourquoi elle n'a pas eu peut-être parce qu'elle est très 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 bonne dans ce film, hein. Elle est En super, effet, par exemple, c'est le contre-champ, le contre-machin. Il faut répondre à tant de talents que du jardin. C'est le quoi. clown Donc, blanc elle qui fait est très un bien. rôle aussi difficile, voire plus difficile que l'Auguste, effectivement. Vous n'aimez pas les hommes? Mais si, pourquoi? Je sais pas, vous retirez votre main comme si je... N'en parlons plus, Hubert. Et quand tu es femme en plus. C'est vrai. Comme je disais, c'est un peu le rôle ingrat parce qu'on la retient pas ou on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est le rôle, c'est son regard, le fameux regard incrédule donc de tous ces personnages et les silences. Et je me souviens d'un interview où il racontait, je crois que c'était du Jardin ou l'un et l'autre, il racontait que quand il tournait certaines scènes, ça faisait pas rire sur le plateau.
Parce que c'était beaucoup de scènes de montage où tu as des plans sur les regards, justement, tu as des plans silencieux qui font que le gag fonctionne à l'écran. Mais sur le plateau, ça faisait marrer personne. En particulier, dans le premier, c'était la scène où ils ont leurs échanges avec François Damiens. Le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec leurs serviteurs. Qui comprend pas, qui est un peu perdu. Mais il a raconté que sur le plateau, ça faisait rire personne. Ils jetaient juste des phrases comme ça à la figure. Et puis... Alors juste une petite parenthèse pour compléter ce que vient de dire Romain. Il faut regarder les bêtises. Ceux qui ont les DVD, il faut regarder les bêtisiers. Pourtant, Dieu sait que je suis pas un fan de bêtisiers. Hein. Je n'ai fait que mon devoir, comtesse. C'est de plus en plus court. Mais les bêtisiers, ils sont extraordinaires, quoi. Ils sont extraordinaires. Et donc, alors ça dépendait, évidemment, si c'était des comiques de situation ou pas, mais ils se marraient aussi sur le plateau avec des... J'imagine. Puis quand il est dans l'avion, avec... ils savent plus comment faire la scène. Déjà, c'est intéressant d'un point de vue pro, et puis en plus, c'est très, très drôle, quoi. Parce qu'il y a plein de possibilités, et ils font 5-6 fois des versions différentes, donc c'est... On voit qu'Hazanavicius, justement, lance des nouvelles répliques et dit à ce moment-là, tu te retournes et tu dis comme ci, comme ça. On y va tout de suite. Ça va, Hubert? Comme ci, comme ça. Ça va, Hubert? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, en te retournant vers nous. Ah, d'accord. Ça va, Hubert? Comme ci, comme ça. C'est beaucoup d'impro, finalement, quelque part. C'est drôle, c'est une façon de... C'est comme ça qu'on dirigeait pendant le cinéma muet à propos de The Artist aussi, c'est qu'on envoyait des indications off-caméra aux acteurs, puisqu'on n'avait pas besoin du son. Mais t'as vu, même pendant le film, il est tout le temps en train de rire. Il a un côté, ils sont tout le temps hilars comme ça, et c'est vrai que c'est un enfant. Oh, c'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Il a ce côté enfantin qui fait qu'on lui pardonne un peu tout. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'ils prennent des acteurs qui font penser à Jess Hahn, tu sais, ou Edward Mix, ces acteurs français, américains, qui est tourné tout le temps dans les films français avec des accents. Écoute, petit, tu sais, comme ça. Et ça donne tout de suite cette couleur des films d'espions des années 60, ça. On va forcément parler de Ken Samuels, Bill Tremendous. Ah, sacré Hubert. Et qui se lâche en plus dans les grossièretés anglaises que ne comprend pas Dujardin. Et... Come to the draw, my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch. C'est amplifié par la mise en scène avec les transparents et les fameux stock shots de routes qui défilent derrière, et puis le volant où il joue du volant comme ça, comme on faisait dans les vieux films, quoi. C'est vrai, mais Alistair, ça m'a fait penser aussi à Gottlieb et Goscinny. Tu te rappelles des rubriques à braque ou des dingos dossiers où ils se moquaient justement de Superman, de tout ça et tout. Vous avez parlé, vous, de Goscinny et Gottlieb dans Schnock ou pas? Alors Goscinny, on a fait un numéro spécial. Enfin, oui, il est en couve avec Uderzo, donc c'était Goscinny Astérix, mais bon. Oui, mais Goscinny revient. Alors. Il y a eu on a fait un numéro sur Tchernia, il y avait un papier sur l'amitié entre Goscinny et Tchernia. Génial. Goscinny, tu pourrais faire 3-4 numéros de Schnock sur lui. Hein. Absolument, c'est un personnage hallucinant. Ouais, et Gottlieb aussi, on l'a fait. On a fait quand il a créé la revue L'Écho des Savanes. Mais on pourrait faire pareil. Non, mais ça, c'est très bien client. Hein. Et pareil, je pense que une fois de plus, mais ça m'étonne pas. Je pense qu'Hazanavicius, il doit avoir notre âge, enfin peut-être un peu plus vieux, mais c'est les mêmes références. Tu vois très bien. Voilà, Mad Magazine ou le Saturday Night Live, on sent aussi qu'il a cette école d'humour un peu anglo-saxon, effectivement, qu'on retrouve chez les. Il y a un autre choix de casting qui est fantastique, c'est Pierre Bellemare, par exemple. C'est compliqué. Bonjour Armand. Ravi de vous revoir, Hubert. Hubert, vous repartez en mission. Il faut avoir la rêve, pareil, sur un truc très référencé. Je veux dire, à quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui qui voit Pierre Bellemare dans OSS, il comprend pas qu'il y a un gag en plus du fait que Bellemare est très bon d'ailleurs, mais que c'est pas un comédien qu'on connaît pour être un présentateur de télé. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est incroyable. Donc il y a tout ce truc de t'as la rêve quoi, tout le temps. C'est très schnockien comme casting, Pierre Bellemare. Ah, complètement. Et je crois que dans le premier, c'est Claude Brossé, non? Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Ravi de vous voir, Hubert. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à propos de schnockien, il y a des moments où il ressemble même, je trouve, Dujardin à Mourouzi avec sa coiffure quand il a ses lunettes, etc. C'est vraiment. Ça va trop loin. Il devait parler de Chirac à un moment donné, mais. Oui, il voulait. Ça, je sais pas si c'est la légende, mais bon. Ouais. Ça a démissionné de Chirac à la place de Bellemare. Bon.
Ouais. On va parler un peu donc du film en lui-même de Rio ne répond plus, qui est aussi bon que le premier. Ça, c'est vraiment fort d'avoir fait une sequel aussi forte que le précédent. J'adore le début. Comme il danse dans ce chalet, tu sais, avec toutes ces Asiatiques. Là, c'est vraiment une parodie de Bond. Et en même temps, il danse très très bien du genre. Comme les grands clowns, il danse magnifiquement bien, je trouve. Moi, je pense même que le deuxième est supérieur au premier, hein, comme les bronzés font du ski. Et, Ouais, c'est pour ça que tu l'as choisi d'ailleurs, et effectivement. Oui, enfin, on en a parlé, j'ai forcé personne, mais... Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi en fait, et ce que j'ai bien aimé, c'est que sa secrétaire, tu sais, le dentus, c'est sa Miss Moneypenny aussi, mais française, tout est francisé, et c'est formidable d'avoir cette parodie. Oui. Très bien, je vous remercie, le dentu. Et vous allez bien? Comme à lundi. Elle est pas mal, celle-là. J'aime bien. Moi, comme chaque numéro de Schnock, je suis de toute façon spectateur avant d'être journaliste. Moi, je considérais déjà que le deuxième était légèrement supérieur. Le premier est très bien, évidemment. Mais en lisant et en écoutant les propos des trois, là, tu comprends quand même que le rapport de force a changé en interne du deuxième projet. Casanavissus, qui est venu en queue de comète pour le premier, prend un peu le pouvoir sur le 2, quoi. Et sur le scénario, et sur les vannes, donc, et sur le montage. Absolument. Ce qui fait dire à Jean-François Alain, qu'il est un peu quand même frustré de ce numéro 2, dont il a l'impression qu'on l'a un peu dépossédé, quoi. En même temps, c'est toujours plus intéressant quand un metteur en scène, tout d'un coup, grâce au succès du précédent, a les rênes sur le deuxième. Tu vois ça avec Tim Burton et le premier Batman. Le deuxième Batman Returns, c'est complètement burtonien et beaucoup plus intéressant que le premier, je trouve. C'est que il a plus de légitimité d'y aller, quoi. On peut parler un peu de la musique, Romain, qui est fantastique. T'as toutes ces groovy tunes. C'est vraiment une époque aussi, et ça aide le film énormément. Oui, c'est ça, ils appellent ça le Mickey Mousing aussi, pour le côté amplifier les événements qu'on voit à l'écran, quoi. Alors ça, le spécialiste, c'est plutôt Alistair, je pense, pour la musique, mais oui, t'as donc Ludovic Bourse qui revient, mais si. Et t'avais Kamel Eschek au premier, avec qui ils ont fait Bambino, la musique, la reprise qui est devenue une scène culte. Hein. Dans celui-là, on a parlé de Bernard Herrmann, la reprise, où il est à la fin, mais finalement, Ludovic Bourse survoit, même dans The Artist, quand il fait de la musique chaplinesque ou qu'il fait des musiques de films muets, c'est un très très bon compositeur qui arrive justement à créer la musique parfaite pour ce genre de film. On est dans un esprit pop, qui est avec la photographie du film de Guillaume Schiffman, qui fait les couleurs rouges qui sont super bien accordées, en plus parce que tu vois... Belle soirée, n'est-ce pas? Entre les split screens, le chef déco, la musique, tout est parfait justement. On replonge vraiment dans un film des années 60 avec le recul d'aujourd'hui, un recul contemporain, et c'est ça qui le rend vraiment très drôle, quoi. C'est pour ça que beaucoup de vannes passent bien, beaucoup de... et encore une fois, j'assiste sur du jardin. Cette grammaire avec les split screens, tu sais, et les costumes, extraordinaires, il est magnifiquement bien habillé. Et à un moment, il a même la petite layette bleue, tu sais, cette espèce de peignoir court bleu, comme Sean Connery dans Goldfinger. Oui, c'est ça. C'est très marqué. L'architecture est magnifique aussi, le production design, avec ce côté mid-century moderne, tu sais, qu'on retrouve à Palm Springs ou à Los Angeles, qui sont ces trucs un peu rétro-futuristes, et ça, c'est une architecture que j'adore aussi au cinéma. On pense à l'homme de Rio, automatiquement. On revient encore à Belmondo, tu vois. Ouais. Et j'ai noté aussi que Carlotta avait le maillot de bain d'Ursula Andress dans Doctor No aussi. Alors, ça. Il y a tellement de références aussi, tu vois. Il y en a tellement, au bout d'un moment, on saurait même plus. À un moment donné, j'avais lu Indiana Jones aussi, mais bon, ça peut être ça, comme ça peut être les films des années 60, tout simplement, quoi. Les références visuelles. Il y avait un acteur que je connais un peu moins bien, mais qui est très connu maintenant, qui est Alex Lutz. Heinrich. Il n'y a plus de Heinrich. Je suis Friedrich. Je crois que ça se prononce comme ça, et qui, dans le film, ressemble à une espèce de jeune McDowell, tu sais, d'Orange Mécanique. Lui, il avait été repéré par Dujardin à la télé. Il faisait des sketchs, en fait. Alex Lutz, c'est un humoriste et également metteur en scène, acteur. Alors, pareil, le casting est vraiment exceptionnel à chaque fois dans les OSS 117. Et tu vois, lui, il joue donc j'ai noté Heinrich von Zimmel. Je m'appelle Lenhoff, mais mon allemand est comme ça. Et donc c'est son premier rôle au cinéma, et comme justement un autre humoriste qui était François Damiens, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui a fait le premier OSS 117, c'était aussi son tout premier rôle au cinéma. Je savais pas, ouais. On va boire un verre ou prendre un pot au bain?
Et tu as vu, il y a un grand classique des films des années 60, c'est le moment où on prend du LSD aussi. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et tout d'un coup, ça devient psychédélique. Et il y a une partouze comique. C'est assez difficile à faire ça, une partouze comique, quand même. À part Eyes Wide Shut, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du cinéma. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Mais le crocodile, tout le passage avec le crocodile, ça c'est du pur cartoon aussi. C'est quand même très très drôle comme il essaye de cuire ce crocodile. Et tu as le bal costumé aussi, un grand classique qu'on a dans Fantomas. C'est vraiment comme des enfants, ils aiment se costumer. Et tu parlais d'Errol Flynn, c'est effectivement le costume d'Errol Flynn dans Robin des Bois. Donc ça, c'est génial. Il y a un acteur alors, qui joue le père nazi, c'est Rüdiger Vogler, qui est un grand acteur. En Allemagne, c'était l'acteur fétiche de Wim Wenders quand même. Et il fait venir donc Hazanavicius, cet acteur, pour jouer un nazi. Pour un Allemand, jouer un nazi, déjà, c'est un peu compliqué. Jouer un nazi dans un film français, il disait que c'était encore plus compliqué. Et dans une comédie française, c'était encore pire pour lui. Alors, je ne sais pas si les comédies françaises du style Le Fureur en folie sont arrivées jusqu'en Allemagne. Je ne sais pas ce qu'il s'était imaginé. Mais bon, toujours est-il que Hazanavicius raconte qu'il avait beaucoup apprécié le tournage, qu'ils se sont amusés comme des fous. Surtout à la fin, il cite Shakespeare. Le nazi. A-t-il pas des yeux? C'est cette tradition de nazi comique qu'on retrouve chez Mel Brooks, tu sais, ou chez Gérard Houry. Il y a une très bonne réplique à un moment, d'ailleurs, il dit « Hitler, je déteste ce type ». C'est formidable. Mais on a également des nazis Lou Shador, tu sais, en catcheur. Et ça, c'est très Grindhouse, c'est très cinéma Z. Et on n'est pas loin de Elsa, la louve des SS. C'est ça, on voit qu'Hazanavicius se fait encore une fois plaisir, un peu comme dans La Classe américaine, il va aller citer des films, on sent le cinéma de cinéphile, quoi. Encore une fois, c'est... Comme Tarantino, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Le cinéma de quartier, qui était le nom d'une émission de Canal, c'est un peu la capsule de tout ça, ce OSS 117, qui arrive quand même 10 ans après la grande époque de Canal, qui est un peu une exploitation de toute cette veine, qui est d'ailleurs très schnock finalement, hein, déjà à l'époque, quoi, qui est de recycler ce cinéma de quartier que cette génération-là aimait beaucoup, et là, avec des moyens énormes, alors pour le premier déjà, et pour le deuxième, même Hazanavicius dans l'interview pour Schnock dit que Gaumont a lâché le porte-monnaie, quoi. Donc avec des conditions de travail et de production complètement dingue pour une comédie. Ouais. Donc le plaisir de Mais ce qui fait plaisir, c'est que l'argent est sur l'écran. Ça se voit, si tu veux. Et... ça, c'est producteur belge qui parle, là. L'argent est sur l'écran, j'aime beaucoup cette phrase. Mais il y a des scènes très drôles dont on se rappelle, parce qu'effectivement, c'est Kubrick qui disait un film, c'est 9 scènes avec du liant entre, en gros, si tu veux. Mais là, quand ils se poursuivent très lentement dans l'hôpital et qu'ils sont cul nus comme ça, c'est du de la grande comédie. Est-ce que c'est la poursuite la plus lente du cinéma, ça? Est-ce que c'était la volonté aussi de Je faire... sais pas si dans le film muet de Mel Brooks, tu sais, la dernière folie de Mel Brooks, il n'y avait pas une poursuite... Ah non, c'était une poursuite avec des fauteuils roulants et Paul Newman dans un fauteuil roulant, c'est ça. C'est très Mel Brooksien, cette scène. Il y a un truc qui est très burlesque aussi et que j'adore, c'est quand il parle des vêtements du vieux jardinier, il arrive avec un smoking, un jabot, tu sais. Où est-ce que je pourrais trouver une voiture? Il y a toujours celle du vieux jardinier. Mais est-ce qu'elle vous plaira? On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux jardinier? Il y a un autre truc qui fonctionne plus généralement, qui est un peu plus sérieux, mais quand même, c'est en filigrane, c'est quand même un film politique, l'air de rien. Les salles rouges. Et ça jaune. Non, les salles rouges. Autant pour moi. Parce que évidemment, en creux, c'est une dénonciation et du racisme, et de l'intolérance, de la bêtise, voire du colonialisme, pour aller, si vous voulez, emmener ce programme dans le gauchisme le plus total. C'est tenu, en tout cas dans les deux premiers, bon, le troisième, c'est une autre question, mais dans ces deux premiers-là, il y a un discours qui rajoute une couche de qualité à ce film, en fait. Et je trouve que ça explose dans le deuxième avec tout ce qui concerne les Juifs et Israël. Je me rends bien compte que j'ai été... Antisémite? Non. Je pensais plutôt maladroit. Les nazis, où c'est vraiment les sujets touchy par excellence dans la comédie, et qui est royalement traité, pour moi, selon moi, par
par Hazanavicius, Alain et Dujardin. Ouais, Dujardin absolument. qui sort toutes ces horreurs avec, on répète, ce sourire, cette bonne tête, qui fait pas que ça annule tout, mais qu'on se dit quand même que ça passe bien, ça passe mieux dans sa bouche que si c'était quelqu'un d'autre. Je ne citerai pas de nom. C'est Et ça, vrai, c'est c'est vrai. très, très, très fort. Très, très fort. C'est vrai qu'il y a une candeur avec des sujets touchy. On avait ça avec la valise aussi, tu te rappelles, avec Marielle et Mais Constantin. c'est exactement ça, j'en sais. Et après, tu peux dire, oui, mais alors le premier, donc le premier, les ennemis, c'est les musulmans, c'est les Arabes, quoi. C'est déjà très, très touchy. Et il y a cette scène où il fait la leçon en disant qu'il faudrait apprendre à grandir ou je sais pas quoi. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible. Voilà. Il peut évidemment y avoir un malentendu. Il y a un malentendu parce qu'il y a des gens qui prennent évidemment, comme d'habitude, cet humour pour comptant, pour argent comptant. Au premier degré, Dans le ouais. deuxième, alors là, en effet, les nazis et tout ça, c'est la totale, quoi. Chacun doit vaincre ses démons, Dolores. Vous, c'est les nazis. Moi, c'est le trapèze. Et c'est très bien écrit, donc ça passe. Ouais. Ça passe. Mais c'est tellement, tellement dur à faire. C'est dans le premier, Romain, où il va se débarrasser du muezzin parce qu'il le réveille le matin, Oui. c'est ça? Mais il va la fermer sa gueule! Oui, c'est ça, c'est dans le tout premier, ouais. Mais il va fermer sa gueule. Une grande violence. Oui, oui, oui. Et je me souviens qu'Hazanavicius, alors j'ai regardé le film avec les commentaires audio justement pour voir ce que ça donne. Et il raconte Hazanavicius qui demandait la permission à sa mère pour certaines blagues sur les juifs par exemple. Il disait, est-ce qu'à ton avis c'est marrant ou pas? Et sa mère répondait, bah si ça te fait rire, vas-y. C'est drôle. Une petite liste des titres originaux, parce que j'ai les bouquins derrière moi de Jean Bruce. J'en ai Wow. quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a Ah quand ouais. même des trucs assez marrants dans les titres, parce que bon, Agonie en Patagonie, Tactique Arctique, Halte à Malte, Réseau Zéro, Congo à Gogo, Boucan à Bucarest, Double Bang à Bangkok, Cache-Cache au Cachemire, tiens, celui-là je l'ai, il est quelque part, et Moscou à Moscou. Enfin bon, voilà, il y a de quoi faire plusieurs parodies Comment encore, ne hein. pas penser au Magnifique et Voilà. Et puis il y en a un qui s'appelle OSS 117 préfère les rousses, ce qui le différencie de James Bond. Oh, je ne donne pas dans les rouquines, de sale caractère. Mais cependant, ça vous va bien. C'est ma vraie couleur. Justement, on n'a pas dit ça, mais moi j'ai toujours cru que OSS 117 était venu après Bond. Or, il est venu 4 ans avant James Bond. Ça, je ne le savais oui. pas, en fait. Jean Bruce a créé Ouais, le personnage oui. 4 ans avant, et tout d'un Mais coup, il y a oui. eu ce raz-de-marée de James Bond qui a tout balayé sur son passage. Mais il est antérieur. C'est étonnant, ça. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur OSS 117 le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Non, moi je voulais juste quand même parler un peu du 3. Ah ouais, volontiers, ouais, parce qu'il y a des bonnes choses quand même dedans, ouais. Qu'on m'avait présenté comme un désastre, que j'étais évidemment pas allé voir au cinéma, mais j'étais obligé de le regarder pour le boulot quand même. Et bon, il faut se calmer, ça reste quand même d'un bon niveau, mais il y a un truc qui est clair, c'est que Hazanavicius est parti. Là, Voilà. et c'est là où tu te rends compte en creux des influences et de l'importance des uns et des autres. Il y a tout le volet absurde, alors on va dire Mel Brooksien, c'est je sais pas quoi, mais bon, qui est complètement évacué, quoi. Donc on garde une espèce mais même Jean-François Alain dans l'interview de Schnock dit qu'il y a, bon, lui-même, il se sent un peu dépossédé de ce 3 qui a l'air d'être aussi une espèce de, comment dire, d'arrangement professionnel un peu, tu vois, il y a ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup d'intérêts qui se complètent pas. Mais quand même, il y a des bons côtés, il y a cette comédienne, il y a ce rôle féminin qui est donné à Natacha Lindinger, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui joue le rôle d'une MILF qui coupe un peu les ardeurs de, de Jean Dujardin de façon assez marrante. Il y a Pierre Ninet qui apparaît Il est en bien. jeune potentiel OSS 1001. professeur. Hein? Ouais. OSS 1001, il s'appelle. Voilà, C'est et son je trouve, matricule. je trouve ça fonctionne. Je vous présente Hubert. 117. Le vrai, l'unique, la légende, les mains moites, carrément. Et même que ça aurait peut-être dû être un peu plus traité, parce que, bon, sans spoiler, il disparaît très vite, mais c'était pas mal. C'est bien Donc il y a ça. des bons côtés, mais Ouais. c'est vrai que le côté absurde, le côté
est parti, quoi. C'est plus le même film, donc c'est autre chose. Bon. J'ai regretté avec l'Afrique qui ne spoofe pas un peu plus le professionnel, tu sais. Jocelyn Beaumont. Moi, j'y ai pensé en le voyant dès le début, on y pense un peu. Bien quand sûr. même, au début. Mais oui. Je m'appelle Hubert, bonisseur de la batte. Et je suis bien vivant. Ah, je pense que c'était leur référent, mais... Ils y sont pas allés de assez toute façon, fort. Ouais. c'est toujours très dur. En plus, il y a une autre difficulté qui est pour moi insurmontable à la base, c'est de faire un numéro 3, c'est comme les Bronzés 3, quoi. C'est faire un numéro 3 de 12 ans, 12 ans après le dernier épisode. C'est-à-dire que le monde a changé, les acteurs ont changé, enfin, tout a changé. Retrouver la magie des deux là, qui se sont faits en 2-3 ans, c'est vrai. C'est mission impossible. Dujardin est pas mal, je trouve qu'il se tient. Non, mais même. Dujardin est très bien. Mais Jardin est j'en très bien, verrais mais, bien un autre avec un vieux OSS 117 et c'est un peu plus. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Alors, Dujardin est pour. Ouais. Azanavicius est contre. Hein. Donc, ça se fera sans Azanavicius, ça c'est quasiment sûr. C'est fou ça. Mais il y a eu un problème ou avec les producteurs que pourquoi il ne veut pas revenir? Parce qu'il est formidable, c'est quand même. Je pense que ça a frotté, oui. Ouais, pour être diplomate. Mais bon, Bien voilà, sûr. moi, j'en sais pas plus que ce qu'ils disent dans l'interview. Tu sens dans l'interview d'Azanavicius qu'il y a eu un problème. Dans l'interview de Alain montre quand même des regrets quant au fait qu'Azanavicius a cassé le 3 dans la presse et tout ça. Bon, je pense que comme dans tous les projets collectifs, ils sont passés à une autre étape de leur carrière, et les uns et les autres, quoi. Il y a Dujardin qui est le seul à dire, moi, je verrais bien ce que tu viens de dire, Jean. Un OSS en train de laver sa voiture. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Tu vois, à la retraite, quoi. Ouais. Qu'on vient rechercher, tu sais. Et ça serait peut-être marrant, mais faut jamais dire jamais. Je pense qu'avec un bon scénario. Comme dit Sean Connery, never say never again. Ouais. You're good. Exactement. You're good. Bien, merci mes cinébuddies pour cette carambouille au Kinopodestan avec le plus célèbre agent secret français du monde, Romain, l'homme qui murmurait à l'oreille des chats et qui peint chaque mois avec grand talent sur son canevas magique la magnifique chanson de geste qu'est Kinopod. Je me suis fait chier pour cette phrase. Magnon. Et Alistair, autre grand troubadour des temps modernes, qui nous réveille la tête tous les 3 mois à grands coups d'électroschnock. Précipitez-vous, c'est un numéro magnifique comme d'habitude. Hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures et un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, ici présent. Merci Jean, puis j'étais ravi de faire ce premier Kinopod avec Alistair, ça m'a fait plaisir. Mais moi aussi. Et je te félicite pour ta bibliothèque en passant, parce que merci. Je suis très impressionné. Regarde-moi, je suis dans un dépotoir en Islande. Assisté donc de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Romain Lenhoff, au revoir. Alistair, j'aime le bruit blanc de l'eau. C'est ça qui est fort aussi. Tu peux les regarder 3-4 fois, tu découvres un truc à chaque fois. Bref. C'est vrai, comme les films des Zucker, il y a effectivement plein de Easter eggs qui sont cachés comme ça, et c'est des films très ça va très vite, donc tu vois pas tout, t'entends pas tout, t'es en train de rire de la dernière vanne, qu'il y en a une autre qui arrive. C'est balèze. C'est vrai. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui aime se beurrer la biscotte. Et maintenant, je sais bien que tu l'adores, Okino, et qu'elle a des jolis yeux, Okino. Et gratte sur ta mandoline, mon petit Kinopod. Ton podcast est plus joli que tout le ciel de l'Italie. Bravo. Je like, 2 pouces.